Le vicomte de Bragelonne, partie 38, chapitre 161. Le voyage. Le lendemain, jour indiqué pour le départ, le roi, à 11 heures sonnantes, descendit, avec les reines et madame, le grand degré pour aller prendre son carrosse, attelé de 6 chevaux piaffant au bas de l'escalier. Toute la cour attendait dans le fer à cheval en habit de voyage, et c'était un brillant spectacle que cette quantité de chevaux sellés, de carrosses attelés, d'hommes et de femmes entourés de leurs officiers, de leurs valets et de leurs pages. Le roi monta dans son carrosse accompagné des 2 reines. Madame en fit autant avec monsieur. Les filles d'honneur imitèrent cet exemple et prirent place, 2 par 2, dans les carrosses qui leur étaient destinés. Le carrosse du roi prit la tête, puis vint celui de madame, puis les autres suivirent selon l'étiquette. Le temps était chaud. Un léger souffle d'air, qu'on avait pu croire assez fort le matin pour rafraîchir l'atmosphère, fut bientôt embrasé par le soleil caché sous les nuages, et ne s'infiltra plus à travers cette chaude vapeur qui s'élevait du sol, que comme un vent brûlant qui soulevait une fine poussière et frappait au visage les voyageurs pressés d'arriver. Madame fut la première qui se plaignit de la chaleur. Monsieur lui répondit en se renversant dans le carrosse comme un homme qui va s'évanouir, et il s'inonda de sel et d'eau de senteur, tout en poussant de profonds soupirs. Alors madame lui dit de son air le plus aimable: « En vérité, monsieur, je croyais que vous eussiez été assez galant, par la chaleur qu'il fait, pour me laisser mon carrosse à moi toute seule et faire la route à cheval. »« À cheval !» s'écria le prince, avec un accent d'effroi qui fit voir combien il était loin d'adhérer à cet étrange projet. « À cheval ! Mais vous n'y pensez pas, madame. Toute ma peau s'en irait par pièces au contact de ce vent de feu. » Madame se mit à rire. « Vous prendrez mon parasol, dit-elle. « Et la peine de le tenir, répondit monsieur avec le plus grand sang-froid. D'ailleurs, je n'ai pas de cheval. »« Comment ? Pas de cheval ?» répliqua la princesse, qui, si elle ne gagnait pas l'isolement, gagnait du moins la taquinerie. « Pas de cheval ? Vous faites erreur, monsieur, car je vois là-bas votre bai favori. »« Mon cheval bai ?» s'écria le prince, en essayant d'exécuter vers la portière un mouvement qui lui causa tant de gêne qu'il ne l'accomplit qu'à moitié, et qu'il se hâta de reprendre son immobilité. « Oui, dit madame, votre cheval, conduit en main par monsieur de Malicorne. »« Pauvre bête, répliqua le prince, comme il va avoir chaud. » Et, sur ces paroles, il ferma les yeux, pareil à un mourant qui expire. Madame, de son côté, s'étendit paresseusement dans l'autre coin de la calèche et ferma les yeux aussi, non pas pour dormir, mais pour songer tout à son aise. Cependant, le roi, assis sur le devant de la voiture, dont il avait cédé le fond aux 2 reines, éprouvait cette vive contrariété des amants inquiets qui, toujours, sans jamais assouvir cette soif ardente, désirent la vue de l'objet aimé, puis s'éloignent à demi contents sans s'apercevoir qu'ils ont amassé une soif plus ardente encore. Le roi, marchant en tête, comme nous avons dit, ne pouvait, de sa place, apercevoir les carrosses des dames et des filles d'honneur qui venaient les derniers. Il lui fallait, d'ailleurs, répondre aux éternelles interpellations de la jeune reine, qui, toute heureuse de posséder son cher mari, comme elle disait dans son oubli de l'étiquette royale, l'investissait de tout son amour, le garrottait de tous ses soins, de peur qu'on ne vînt le lui prendre ou qu'il ne lui prît l'envie de la quitter. Anne d'Autriche, que rien n'occupait alors que les élancements sourds que, de temps en temps, elle éprouvait dans le sein, Anne d'Autriche faisait joyeuse contenance, et, bien qu'elle devinât l'impatience du roi, elle prolongeait malicieusement son supplice par des reprises inattendues de conversation au moment où le roi, retombé en lui-même, commençait à y caresser ses secrètes amours. Tout cela, petits soins de la part de la reine, taquinerie de la part d'Anne d'Autriche, tout cela finit par sembler insupportable au roi, qui ne savait pas commander au mouvement de son cœur. Il se plaignit d'abord de la chaleur.
C'était un acheminement à d'autres plaintes. Mais ce fut avec assez d'adresse pour que Marie-Thérèse ne devinât point son but. Prenant donc ce que disait le roi au pied de la lettre, elle éventa Louis de ses plumes d'autruche. Mais, la chaleur passée, le roi se plaignit de crampes et d'impatience dans les jambes, et comme, justement, le carrosse s'arrêtait pour relayer, « Voulez-vous que je descende avec vous ?» demanda la reine. « Moi aussi, j'ai les jambes inquiètes. Nous ferons quelques pas à pied, puis les carrosses nous rejoindront et nous y reprendrons notre place. » Le roi fronça le sourcil. C'est une rude épreuve que fait subir à son infidèle la femme jalouse qui, quoique en proie à la jalousie, s'observe avec assez de puissance pour ne pas donner de prétexte à la colère. Néanmoins, le roi ne pouvait refuser. Il accepta donc, descendit, donna le bras à la reine et fit avec elle plusieurs pas, tandis que l'on changeait de chevaux. Tout en marchant, il jetait un coup d'œil envieux sur les courtisans qui avaient le bonheur de faire la route à cheval. La reine s'aperçut bientôt que la promenade à pied ne plaisait pas plus au roi que le voyage en voiture. Elle demanda donc à remonter en carrosse. Le roi la conduisit jusqu'au marchepied, mais ne remonta point avec elle. Il fit 3 pas en arrière et chercha, dans la file des carrosses, à reconnaître celui qui l'intéressait si vivement. À la portière du 6e apparaissait la blanche figure de la Vallière. Comme le roi, immobile à sa place, se perdait en rêverie sans voir que tout était prêt et que l'on n'attendait plus que lui, il entendit, à 3 pas, une voix qui l'interpellait respectueusement. C'était Monsieur de Malicorne, en costume complet d'écuyer, tenant sous son bras gauche la bride de 2 chevaux. « Votre Majesté a demandé un cheval ?» dit-il. « Un cheval. Vous auriez un de mes chevaux ?» demanda le roi, qui essayait de reconnaître ce gentilhomme dont la figure ne lui était pas encore familière. « Sire, répondit Malicorne, j'ai au moins un cheval au service de votre Majesté. » Et Malicorne indiqua le cheval bai de monsieur, qu'avait remarqué madame. L'animal était superbe et royalement caparaçonné. « Mais ce n'est pas un de mes chevaux, monsieur, dit le roi. Sire, c'est un cheval des écuries de son Altesse royale, mais son Altesse royale ne monte pas à cheval quand il fait si chaud. » Le roi ne répondit rien, mais s'approcha vivement de ce cheval qui creusait la terre avec son pied. Malicorne fit un mouvement pour tenir l'étrier. Sa Majesté était déjà en selle. Rendu à la gaieté par cette bonne chance, le roi courut tout souriant au carrosse des reines qui l'attendaient, et malgré l'air effaré de Marie-Thérèse, « Ah, ma foi, dit-il, j'ai trouvé ce cheval et j'en profite. J'ai tout fait dans le carrosse. Au revoir, mesdames. » Puis, s'inclinant gracieusement sur le col arrondi de sa monture, il disparut en 1 seconde. Anne d'Autriche se pencha pour le suivre des yeux. Il n'allait pas bien loin, car, parvenu au 6e carrosse, il fit plier les jarrets de son cheval et ôta son chapeau. Il saluait la Vallière, qui, à sa vue, poussa un petit cri de surprise, en même temps qu'elle rougissait de plaisir. Montalais, qui occupait l'autre coin du carrosse, rendit au roi un profond salut. Puis, en femme d'esprit, elle feignit d'être très occupée du paysage et se retira dans le coin à gauche. La conversation du roi et de la Vallière commença, comme toutes les conversations d'amants, par d'éloquents regards et par quelques mots, d'abord vides de sens. Le roi expliqua comment il avait eu chaud dans son carrosse, à tel point qu'un cheval lui avait paru un bienfait. « Et, ajouta-t-il, le bienfaiteur est un homme tout à fait intelligent, car il m'a deviné. Maintenant, il me reste un désir. C'est de savoir quel est le gentilhomme qui a servi si adroitement son roi et l'a sauvé de cruels ennuis où il était. » Montalais, pendant ce colloque qui, dès les premiers mots, l'avait réveillé, Montalais s'était approché et s'était arrangé de façon à rencontrer le regard du roi vers la fin de sa phrase. Il en résulta que, comme le roi regardait autant elle que la Vallière en interrogeant, elle put croire que c'était elle que l'on interrogeait et, par conséquent, elle pouvait répondre. Elle répondit donc,
Sire, le cheval que monte votre majesté est un des chevaux de monsieur, que conduisait en main un des gentilshommes de son Altesse royale. Et comment s'appelle ce gentilhomme, s'il vous plaît, mademoiselle ? Monsieur de Malicorne, sire. Le nom fit son effet ordinaire. Malicorne, répéta le roi, en souriant. Oui, sire, répliqua Or. Tenez, c'est ce cavalier qui galope ici, à ma gauche. Et elle indiquait, en effet, notre Malicorne, qui, d'un air béat, galopait à la portière de gauche, sachant bien qu'on parlait de lui en ce moment même, mais ne bougeant pas plus sur la selle qu'un sourd et muet. « Oui, c'est ce cavalier, dit le roi. Je me rappelle sa figure, et je me rappellerai son nom. » Et le roi regarda tendrement la Vallière. Or n'avait plus rien à faire. Elle avait laissé tomber le nom de Malicorne. Le terrain était bon. Il n'y avait maintenant qu'à laisser le nom pousser et l'événement porter ses fruits. En conséquence, elle se rejeta dans son coin avec le droit de faire à M. de Malicorne autant de signes agréables qu'elle voudrait, puisque M. de Malicorne avait eu le bonheur de plaire au roi. Comme on comprend bien, Montalais ne s'en fit pas faute. Et Malicorne, avec sa fine oreille et son œil sournois, empocha les mots « Tout va bien ». Le tout accompagné d'une pantomime qui renfermait un semblant de baiser. « Hélas, mademoiselle, dit enfin le roi, voilà que la liberté de la campagne va cesser. Votre service chez madame sera plus rigoureux, et nous ne nous verrons plus. » « Votre majesté aime trop madame, répondit Louise, pour ne pas venir chez elle souvent. Et quand votre majesté traversera la chambre... »« Ah, dit le roi d'une voix tendre et qui baissait par degrés, s'apercevoir n'est point se voir, et, cependant, il semble que ce soit assez pour vous. » Louise ne répondit rien. Un soupir gonflait son cœur, mais elle étouffa ce soupir. « Vous avez sur vous-même une grande puissance, dit le roi. La Vallière sourit avec mélancolie. « Employez cette force à aimer, continua-t-il, et je bénirai Dieu de vous l'avoir donnée. » La Vallière garda le silence, mais leva sur le roi un œil chargé d'amour. Alors, comme s'il eût été dévoré par ce brûlant regard, Louis passa la main sur son front et, pressant son cheval des genoux, lui fit faire quelques pas en avant. Elle, renversée en arrière, l'œil demi-clos, couvait du regard ce beau cavalier dont les plumes ondoyaient au vent. Elle aimait ses bras arrondis avec grâce, sa jambe fine et nerveuse serrant les flancs du cheval, cette coupe arrondie de profil que dessinaient de beaux cheveux bouclés, se relevant parfois pour découvrir une oreille rose et charmante. Enfin, elle aimait, la pauvre enfant, et elle s'enivrait de son amour. Après un instant, le roi revint près d'elle. « Oh, fit-il, vous ne voyez donc pas que votre silence me perce le cœur ? Oh, mademoiselle, que vous devez être impitoyable lorsque vous êtes résolue à quelque rupture. Puis, je vous crois changeante. Enfin, je crains cet amour profond qui me vient de vous. »« Oh, sire, vous vous trompez, dit la Vallière. Quand j'aimerai, ce sera pour toute la vie. »« Quand vous aimerez, s'écria le roi avec hauteur. Quoi, vous n'aimez donc pas ? » Elle cacha son visage dans ses mains. Voyez-vous, dit le roi, que j'ai raison de vous accuser. Voyez-vous que vous êtes changeante, capricieuse, coquette, peut-être. Voyez-vous. Oh, mon Dieu, mon Dieu. Oh non, dit-elle. Rassurez-vous, sire. Non, non, non. Promettez-moi donc alors que vous serez toujours la même pour moi. Oh, toujours, sire. Que vous n'aurez point de ces duretés qui brisent le cœur, point de ces changements soudains qui me donneraient la mort. Non, oh non. Eh bien, tenez, j'aime les promesses. J'aime à mettre sous la garantie du serment, c'est-à-dire sous la sauvegarde de Dieu, tout ce qui intéresse mon cœur et mon amour. Promettez-moi, ou plutôt, jurez-moi que, si dans cette vie que nous allons commencer, vie toute de sacrifices, de mystères, de douleurs, vie toute de contretemps et de malentendus, jurez-moi que,
si nous nous sommes trompés, que si nous nous sommes mal compris, que si nous nous sommes fait un tort, et c'est un crime en amour, jurez-moi, Louise. » Elle tressaillit jusqu'au fond de l'âme. C'était la première fois qu'elle entendait son nom prononcé ainsi par son royal amant. Quant à Louis, ôtant son gant, il étendit la main jusque dans le carrosse. « Jurez-moi, continua-t-il, que, dans toutes nos querelles, jamais, une fois loin, l'un de l'autre, jamais nous ne laisserons passer la nuit sur une brouille sans qu'une visite, ou tout au moins un message de l'un de nous, aille porter à l'autre la consolation et le repos. » La Vallière prit dans ses 2 mains froides la main brûlante de son amant, et la serra doucement, jusqu'à ce qu'un mouvement du cheval, effrayé par la rotation et la proximité de la roue, l'arrachât à ce bonheur. Elle avait juré. « Retournez, sire, dit-elle, retournez près des reines. Je sens un orage là-bas, un orage qui menace mon cœur. » Louis obéit, salua mademoiselle de Montalais et partit au galop pour rejoindre le carrosse des reines. En passant, il vit monsieur qui dormait. Madame ne dormait pas, elle. Elle dit au roi, à son passage, « Quel bon cheval, sire! N'est-ce pas le cheval bai de monsieur ?» Quant à la jeune reine, elle ne dit rien que ces mots, « Êtes-vous mieux, mon cher sire ?» Chapitre 162 Trium Femina. Le roi, une fois à Paris, se rendit au conseil et travailla une partie de la journée. La reine demeura chez elle avec la reine-mère et fondit en larmes après avoir fait son adieu au roi. « Ah, ma mère, dit-elle, le roi ne m'aime plus. Que deviendrai-je, mon Dieu ?» « Un mari aime toujours une femme telle que vous, » répondit Anne d'Autriche. « Le moment peut venir, ma mère, où il aimera une autre femme que moi. » « Qu'appelez-vous aimer ? » ?»« Oh, toujours penser à quelqu'un, toujours rechercher cette personne. » »« Est-ce que vous avez remarqué, dit Anne d'Autriche, que le roi fit de ces sortes de choses ? » ?»« Non, madame, dit la jeune reine en hésitant. »« Vous voyez bien, Marie. Et cependant, ma mère, avouez que le roi me délaisse. » »« Le roi, ma fille, appartient à tout son royaume. » »« Et voilà pourquoi il ne m'appartient plus à moi. Voilà pourquoi je me verrai, comme se sont vues tant de reines, délaissée, oubliée, tandis que l'amour, la gloire et les honneurs seront pour les autres. Oh, ma mère, le roi est si beau. Combien lui diront qu'elles l'aiment, combien devront l'aimer ? Il est rare que les femmes aiment un homme dans le roi, mais cela dût-il arriver, j'en doute. Souhaitez plutôt, Marie, que ces femmes aiment réellement votre mari. D'abord, l'amour dévoué de la maîtresse est un élément de dissolution rapide pour l'amour de l'amant. Et puis, à force d'aimer, la maîtresse perd tout empire sur l'amant, dont elle ne désire ni la puissance ni la richesse, mais l'amour. Souhaitez donc que le roi n'aime guère et que sa maîtresse aime beaucoup. Oh, ma mère, quelle puissance que celle d'un amour profond. Et vous dites que vous êtes abandonnée ? C'est vrai, je déraisonne. Il est un supplice pourtant, ma mère, auquel je ne saurais résister. Lequel ? Celui d'un heureux choix, celui d'un ménage qu'il se ferait à côté d'une autre, celui d'une famille qu'il trouverait chez une autre femme. Oh, si je voyais jamais des enfants au roi, j'en mourrais. Marie, Marie, répliqua la reine-mère avec un sourire, et elle prit la main de la jeune reine. Rappelez-vous ce mot que je vais vous dire, et qu'à jamais il vous serve de consolation. Le roi ne peut avoir de dauphin sans vous, et vous pouvez en avoir sans lui. À ces paroles, qu'elle accompagna d'un expressif éclat de rire, la reine-mère quitta sa bru pour aller au-devant de madame, dont un page venait d'annoncer la venue dans le grand cabinet. Madame avait pris à peine le temps de se déshabiller. Elle arrivait avec une de ces physionomies agitées qui décèlent un plan dont l'exécution occupe et dont le résultat inquiète.
Je venais voir, dit-elle, si vos majestés avaient quelque fatigue de notre petit voyage. Aucune, dit la reine-mère. Un peu, répliqua Marie-Thérèse. Moi, mesdames, j'ai surtout souffert de la contrariété. Quelle contrariété? Demanda Anne d'Autriche. Cette fatigue que devait prendre le roi à courir ainsi à cheval. Bon, cela fait du bien au roi. Et je le lui ai conseillé moi-même, dit Marie-Thérèse en pâlissant. Madame ne répondit rien à cela, seulement un de ces sourires qui n'appartenaient qu'à elle se dessina sur ses lèvres, sans passer sur le reste de sa physionomie. Puis, changeant aussitôt la tournure de la conversation, « Nous retrouvons Paris tout semblable au Paris que nous avons quitté, toujours des intrigues, toujours des trames, toujours des coquetteries. » « Intrigues? Quelles intrigues ?» demanda la reine-mère. « On parle beaucoup de M. Fouquet et de Mme Plessis-Bellière. »« Qui s'inscrit ainsi au numéro 10 000 ?» répliqua la reine-mère. « Mais les trames, s'il vous plaît. Nous avons, à ce qu'il paraît, des démêlés avec la Hollande. »« Comment cela ? Monsieur me racontait cette histoire des médailles. »« Ah !» s'écria la jeune reine, « ces médailles frappées en Hollande, où l'on voit un nuage passer sur le soleil du roi, vous avez tort d'appeler cela de la trame, c'est de l'injure. »« Si méprisable que le roi la méprisera, » répondit la reine-mère. « Mais que disiez-vous des coquetteries ? Est-ce que vous voudriez parler de Madame d'Olonne ? » ?»« Non pas, non pas, je chercherai plus près de nous. »« Casa de Eusted, » murmura la reine-mère, sans remuer les lèvres, à l'oreille de sa bru. Madame n'entendit rien et continua. « Vous savez l'affreuse nouvelle ? » « Oh oui, cette blessure de M. de Guiche. »« Et vous l'attribuez, comme tout le monde, à un accident de chasse ? » ?»« Mais oui, firent les deux reines, cette fois intéressées. Madame se rapprocha. « Un duel, dit-elle tout bas. »« Ah ?» fit sévèrement Anne d'Autriche, aux oreilles de qui sonnait mal ce mot « duel », proscrit en France depuis qu'elle y régnait. Un déplorable duel qui a failli coûter à monsieur 2 de ses meilleurs amis, au roi 2 bons serviteurs. « Pourquoi ce duel ? demanda la jeune reine, animée d'un instinct secret. « Coquetterie, répéta triomphalement madame. Ces messieurs ont disserté sur la vertu d'une dame. L'un a trouvé que Pallas était peu de chose à côté d'elle, l'autre a prétendu que cette dame imitait Vénus, agaçant Mars. Et, ma foi, ces messieurs ont combattu comme Hector et Achille. »« Vénus agaçant Mars ?» se dit tout bas la jeune reine, sans oser approfondir l'allégorie. « Qui est cette dame ? » demanda nettement Anne d'Autriche. « Vous avez dit, je crois, une dame d'honneur ? » ?»« L'ai-je dit ? » fit madame. « Oui, je croyais même vous avoir entendu la nommer. » « Savez-vous qu'une femme de cette espèce est funeste dans une maison royale ? » ?»« C'est mademoiselle de la Vallière, » dit la reine-mère. « Mon Dieu, oui, c'est cette petite laide. Je la croyais fiancée à un gentilhomme qui n'est ni monsieur de Guiche, ni monsieur de Wardes, je suppose. »« C'est possible, madame. » La jeune reine prit une tapisserie qu'elle défit avec une affectation de tranquillité, démentie par le tremblement de ses doigts. « Que parliez-vous de Vénus et de Mars ? » poursuivit la reine-mère. « Est-ce qu'il y a un Mars ? Elle s'en vante. Vous venez de dire qu'elle s'en vante ? Il a été la cause du combat. Et M. de Guiche a soutenu la cause de Mars ? Oui, certes, en bon serviteur. »« En bon serviteur ?» s'écria la jeune reine, oubliant toute réserve pour laisser échapper sa jalousie. « Serviteur de qui ? » ?»« Mars, » répliqua madame. Ne pouvant être défendu qu'aux dépens de cette Vénus, M. de Guiche a soutenu l'innocence absolue de Mars et affirmé sans doute que Vénus s'en vantait. « Et M. de Wardes, dit tranquillement Anne d'Autriche, propageait le bruit que Vénus avait raison. »
Ah, de Wardes, pensa madame, vous payerez cher cette blessure faite au plus noble des hommes. Et elle se mit à charger de Wardes avec tout l'acharnement possible, payant ainsi la dette du blessé et la sienne avec la certitude qu'elle faisait pour l'avenir la ruine de son ennemi. Elle en dit tant que Manicamp, s'il se fût trouvé là, eût regretté d'avoir si bien servi son ami, puisqu'il en résultait la ruine de ce malheureux ennemi. Dans tout cela, dit Anne d'Autriche, je ne vois qu'une peste. Qui est cette Lavallière ? La jeune reine reprit son ouvrage avec une froideur absolue. Madame écouta. « Est-ce que tel n'est pas votre avis ? lui dit Anne d'Autriche. Est-ce que vous ne faites pas remonter à elle la cause de cette querelle et du combat ? Madame répondit par un geste qui n'était pas plus une affirmation qu'une négation. Je ne comprends pas trop alors ce que vous m'avez dit touchant le danger de la coquetterie, reprit Anne d'Autriche. Il est vrai, se hâta de dire madame, que si la jeune personne n'avait pas été coquette, Mars ne se serait pas occupé d'elle. Ce mot de Mars ramena une fugitive rougeur sur les joues de la jeune reine, mais elle ne continua pas moins son ouvrage commencé. Je ne veux pas qu'à ma cour on arme ainsi les hommes les uns contre les autres, dit flegmatiquement Anne d'Autriche. Ces mœurs furent peut-être utiles dans un temps où la noblesse, divisée, n'avait d'autre point de ralliement que la galanterie. Alors les femmes, régnant seules, avaient le privilège d'entretenir la valeur des gentilshommes par des essais fréquents. Mais aujourd'hui, Dieu soit loué, il n'y a qu'un seul maître en France. À ce maître est dû le concours de toute force et de toute pensée. Je ne souffrirai pas qu'on enlève à mon fils un de ses serviteurs. Elle se tourna vers la jeune reine. « Que faire à cette Lavallière ?» dit-elle. « Lavallière ?» fit la reine, paraissant surprise. « Je ne connais pas ce nom. » Et cette réponse fut accompagnée d'un de ces sourires glacés qui vont seulement aux bouches royales. Madame était elle-même une grande princesse, grande par l'esprit, la naissance et l'orgueil. Toutefois, le poids de cette réponse l'écrasa. Elle fut obligée d'attendre un moment pour se remettre. « C'est une de mes filles d'honneur, » répliqua-t-elle avec un salut. « Alors, » répliqua Marie-Thérèse du même ton, « c'est votre affaire, ma sœur, non la nôtre. »« Pardon, » reprit Anne d'Autriche, « c'est mon affaire, à moi, et je comprends fort bien, poursuivit-elle en adressant à madame un regard d'intelligence. Je comprends pourquoi madame m'a dit ce qu'elle vient de me dire. Vous, ce qui émane de vous, madame, dit la princesse anglaise, sort de la bouche de la sagesse. En renvoyant cette fille dans son pays, dit Marie-Thérèse avec douceur, on lui ferait une pension. Sur ma cassette, s'écria vivement madame. Non, non, madame, interrompit Anne d'Autriche. Pas d'éclat, s'il vous plaît. Le roi n'aime pas qu'on fasse parler mal des dames. Que tout ceci, s'il vous plaît, s'achève en famille. Madame, vous aurez l'obligeance de faire mander ici cette fille. Vous, ma fille, vous serez assez bonne pour entrer un moment chez vous. Les prières de la vieille reine étaient des ordres. Marie-Thérèse se leva pour entrer dans son appartement et madame pour faire appeler la Vallière par un page. Chapitre 163. Première querelle. La Vallière entra chez la reine-mère sans se douter le moins du monde qu'il se fût tramé contre elle un complot dangereux. Elle croyait qu'il s'agissait du service et jamais la reine-mère n'avait été mauvaise pour elle en pareille circonstance. D'ailleurs, ne ressortissant pas immédiatement à l'autorité d'Anne d'Autriche, elle ne pouvait avoir avec elle que des rapports officieux auxquels sa propre complaisance et le rang de l'auguste princesse lui faisaient un devoir de donner toute la bonne grâce possible. Elle s'avança donc vers la reine-mère avec ce sourire placide et doux qui faisait sa principale beauté. Comme elle ne s'approchait pas assez, Anne d'Autriche lui fit signe de venir jusqu'à sa chaise. Alors madame rentra et, d'un air parfaitement tranquille, s'assit près de sa belle-mère en reprenant l'ouvrage commencé par Marie-Thérèse.
La Vallière, au lieu de l'ordre qu'elle s'attendait à recevoir sur-le-champ, s'aperçut de ces préambules et interrogea curieusement, sinon avec inquiétude, le visage des deux princesses. Anne réfléchissait. Madame conservait une affectation d'indifférence qui eût alarmé de moins timides. « Mademoiselle, fit soudain la reine-mère, sans songer à modérer son accent espagnol, ce qu'elle ne manquait jamais de faire à moins qu'elle ne fût en colère, « venez un peu, que nous causions de vous, puisque tout le monde en cause. »« De moi ?» s'écria la Vallière en pâlissant. « Feignez de l'ignorer, belle. Savez-vous le duel de M. de Guiche et de M. de Vardes ? » ?»« Mon Dieu, madame, le bruit en est venu hier jusqu'à moi, » répliqua la Vallière en joignant les mains. « Et vous ne l'aviez pas senti d'avance, ce bruit ? » ?»« Pourquoi l'eussé-je senti, madame ? » ?»« Parce que deux hommes ne se battent jamais sans motif, et que vous deviez connaître les motifs de l'animosité des deux adversaires. »« Je l'ignorais absolument, madame. » »« C'est un système de défense un peu banal que la négation persévérante, et vous qui êtes un bel esprit, mademoiselle, vous devez fuir les banalités. Autre chose. »« Mon Dieu, madame, votre majesté m'épouvante avec cet air glacé. Aurais-je eu le malheur d'encourir sa disgrâce ?» Madame se mit à rire. La Vallière la regarda d'un air stupéfait. Anne reprit. « Ma disgrâce. Encourir ma disgrâce. Vous n'y pensez pas, mademoiselle de la Vallière. Il faut que je pense aux gens pour les prendre en disgrâce. Je ne pense à vous que parce qu'on parle de vous un peu trop, et je n'aime point qu'on parle des filles de ma cour. »« Votre majesté me fait l'honneur de me le dire, » répliqua la Vallière effrayée, « mais je ne comprends pas en quoi l'on peut s'occuper de moi. »« Je m'en vais donc vous le dire. Monsieur de Guiche aurait eu à vous défendre. »« Moi ? » ?»« Vous-même. C'est d'un chevalier, et les belles aventurières aiment que les chevaliers lèvent la lance pour elles. Moi, je hais les champs, alors je hais surtout les aventures, et faites-en votre profit. » La Vallière se plia aux pieds de la reine, qui lui tourna le dos. Elle tendit les mains à madame, qui lui rit au nez. Un sentiment d'orgueil la releva. « Mesdames, dit-elle, j'ai demandé quel est mon crime. Votre majesté doit me le dire, et je remarque que votre majesté me condamne avant de m'avoir admise à me justifier. »« Hé !» s'écria Anne d'Autriche. « Voyez donc les belles phrases, madame. Voyez donc les beaux sentiments. C'est une infante que cette fille. C'est une des aspirantes du grand Cyrus. C'est un puits de tendresse et de formules héroïques. On voit bien, ma toute belle, que nous entretenons notre esprit dans le commerce des têtes couronnées. » La Vallière se sentit mordre au cœur. Elle devint non plus pâle, mais blanche comme un lys, et toute sa force l'abandonna. « Je voulais vous dire, interrompit dédaigneusement la reine, que si vous continuez à nourrir des sentiments pareils, vous nous humilierez, nous, femmes, à tel point que nous aurons honte de figurer près de vous. Devenez simple, mademoiselle. À propos, que me disait-on ? Vous êtes fiancée, je crois. » La Vallière comprima son cœur, qu'une souffrance nouvelle venait de déchirer. « Répondez donc quand on vous parle. »« Oui, madame. »« Un gentilhomme ? » ?»« Oui, madame. »« Qui s'appelle ? » ?»« Monsieur le vicomte de Bragelonne. »« Savez-vous que c'est un sort bienheureux pour vous, mademoiselle, et que, sans fortune, sans position, sans grands avantages personnels, vous devriez bénir le ciel qui vous fait un avenir comme celui-là ? » La Vallière ne répliqua rien. « Où est-il, ce vicomte de Bragelonne ? » poursuivit la reine. « En Angleterre, » dit madame, « où le bruit des succès de mademoiselle ne manquera pas de lui parvenir. »« Oh, ciel !» murmura la Vallière éperdue. « Eh bien, mademoiselle, dit Anne d'Autriche, on fera revenir ce garçon-là et on vous expédiera quelque part avec lui. Si vous êtes d'un avis différent, les filles ont des visées bizarres. Fiez-vous à moi, je vous remettrai dans le bon chemin. Je l'ai fait pour des filles qui ne vous valaient pas. » La Vallière n'entendait plus. L'impitoyable reine ajouta : «
Je vous enverrai seul quelque part où vous réfléchirez mûrement. La réflexion calme les ardeurs du sang, elle dévore toutes les illusions de la jeunesse. Je suppose que vous m'avez comprise. Madame, madame. Pas un mot. Madame, je suis innocente de tout ce que votre majesté peut supposer. Madame, voyez mon désespoir. J'aime, je respecte tant votre majesté. Il vaudrait mieux que vous ne me respectassiez pas, dit la reine avec une froide ironie. Il vaudrait mieux que vous ne fussiez pas innocente. Vous figurez-vous, par hasard, que je me contenterais de m'en aller si vous aviez commis la faute? Oh, mais madame, vous me tuez? Pas de comédie, s'il vous plaît, ou je me charge du dénouement. Allez, rentrez chez vous, et que ma leçon vous profite. Madame, dit la Vallière à la duchesse d'Orléans, dont elle saisit les mains, priez pour moi, vous qui êtes si bonne. Moi, répliqua celle-ci avec une joie insultante. Moi, bonne? Ah, mademoiselle, vous n'en pensez pas un mot. Et, brusquement, elle repoussa la main de la jeune fille. Celle-ci, au lieu de fléchir, comme les deux princesses pouvaient l'attendre de sa pâleur et de ses larmes, reprit tout à coup son calme et sa dignité. Elle fit une révérence profonde et sortit. « Eh bien, dit Anne d'Autriche à madame, croyez-vous qu'elle recommencera ?»« Je me défie des caractères doux et patients, répliqua madame. Rien n'est plus courageux qu'un cœur patient, rien n'est plus sûr de soi qu'un esprit doux. Je vous réponds qu'elle pensera plus d'une fois avant de regarder le dieu Mars. À moins qu'elle ne se serve de son bouclier, riposta madame. Un fier regard de la reine-mère répondit à cette objection qui ne manquait pas de finesse, et les deux dames, à peu près sûres de leur victoire, allèrent retrouver Marie-Thérèse qui les attendait en déguisant son impatience. Il était alors 6h30 du soir, et le roi venait de prendre son goûter. Il ne perdit pas de temps. Le repas fini, les affaires terminées, il prit de Saint-Aignan par le bras et lui ordonna de le conduire à l'appartement de la Vallière. Le courtisan fit une grosse exclamation. « Eh bien, quoi ?» répliqua le roi. « C'est une habitude à prendre, et pour prendre une habitude, il faut qu'on commence par quelquefois. »« Mais, sire, l'appartement des filles, ici, c'est une lanterne. Tout le monde voit ceux qui entrent et ceux qui sortent. Il me semble qu'un prétexte... Celui-ci, par exemple. Voyons, si votre majesté voulait attendre que madame fût chez elle. Plus de prétexte, plus d'attente, assez de ces contretemps, de ces mystères. Je ne vois pas en quoi le roi de France se déshonore à entretenir une fille d'esprit. Honni soit qui mal y pense. Sire, sire, votre majesté me pardonnera un excès de zèle. Parle. Et la reine ? C'est vrai, c'est vrai. Je veux que la reine soit toujours respectée. Eh bien, encore ce soir, j'irai chez mademoiselle de la Vallière. Et puis, ce jour passé, je prendrai tous les prétextes que tu voudras. Demain, nous chercherons. Ce soir, je n'ai pas le temps. De Saint-Aignan ne répliqua pas. Il descendit le degré devant le roi et traversa les cours avec une honte que n'effaçait point cet insigne honneur de servir d'appui au roi. C'est que de Saint-Aignan voulait se conserver tout confit dans l'esprit de madame et des deux reines. C'est qu'il ne voulait pas non plus déplaire à mademoiselle de la Vallière, et que pour faire tant de belles choses, il était difficile de ne pas se heurter à quelques difficultés. Or, les fenêtres de la jeune reine, celles de la reine-mère, celles de madame elle-même, donnaient sur la cour des filles. Être vue conduisant le roi, c'était rompre avec 3 grandes princesses, avec 3 femmes d'un crédit inamovible, pour le faible appât d'un éphémère crédit de maîtresse. Ce malheureux de Saint-Aignan, qui avait tant de courage pour protéger la Vallière sous les quinconces ou dans le parc de Fontainebleau, ne se sentait plus brave à la grande lumière. Il trouvait 1000 défauts à cette fille et brûlait d'en faire part au roi. Mais son supplice finit. Les cours furent traversées, pas un rideau ne se souleva, pas une fenêtre ne s'ouvrit. Le roi marchait vite, d'abord à cause de son impatience, puis à cause des longues jambes de Saint-Aignan qui le précédaient. À la porte, de Saint-Aignan voulut s'éclipser. Le roi le retint. C'était une délicatesse dont le courtisan se fut bien passé.
il dut suivre Louis chez la Vallière. À l'arrivée du monarque, la jeune fille achevait d'essuyer ses yeux. Elle le fit si précipitamment que le roi s'en aperçut. Il la questionna comme un amant intéressé. Il la pressa. « Je n'ai rien, dit-elle, sire. »« Mais, enfin, vous pleuriez. »« Oh, non pas, sire. »« Regardez, de Saint-Aignan, est-ce que je me trompe ?» De Saint-Aignan dut répondre, mais il était bien embarrassé. « Enfin, vous avez les yeux rouges, mademoiselle, dit le roi. »« La poussière du chemin, sire. »« Mais non, vous n'avez pas cet air de satisfaction qui vous rend si belle et si attrayante. Vous ne me regardez pas. »« Sire. »« Que dis-je, vous évitez mes regards. » Elle se détournait, en effet. « Mais, au nom du ciel, qu'y a-t-il » demanda Louis, dont le sang bouillait. « Rien, encore une fois, sire. Et je suis prête à montrer à votre majesté que mon esprit est aussi libre qu'elle le désire. »« Votre esprit libre, quand je vous vois embarrassé de tout, même de votre geste ? Est-ce que l'on vous aurait blessé, fâché ? » ?»« Non, sire. »« Oh, c'est qu'il faudrait me le déclarer, dit le jeune roi avec des yeux étincelants. »« Mais personne, sire, personne ne m'a offensé. »« Alors, voyons, reprenez cette rêveuse gaieté ou cette joyeuse mélancolie que j'aimais en vous ce matin. Voyons, de grâce. »« Oui, sire, oui. » Le roi frappa du pied. « Voilà qui est inexplicable, dit-il, un changement pareil. » Et il regarda de Saint-Aignan, qui, lui aussi, s'apercevait bien de cette morne langueur de la Vallière, comme aussi de l'impatience du roi. Louis eut beau prier, il eut beau s'ingénier à combattre cette disposition fatale, la jeune fille était brisée. L'aspect même de la mort ne l'eût pas réveillée de sa torpeur. Le roi vit dans cette négative facilité un mystère désobligeant. Il se mit à regarder autour de lui d'un air soupçonneux. Justement, il y avait dans la chambre de la Vallière un portrait en miniature d'Athos. Le roi vit ce portrait qui ressemblait beaucoup à Bragelonne, car il avait été fait pendant la jeunesse du comte. Il attacha sur cette peinture des regards menaçants. La Vallière, dans l'état d'oppression où elle se trouvait et à 100 lieues, d'ailleurs, de penser à cette peinture, ne put deviner la préoccupation du roi. Et cependant, le roi s'était jeté dans un souvenir terrible qui, plus d'une fois, avait préoccupé son esprit, mais qu'il avait toujours écarté. Il se rappelait cette intimité des deux jeunes gens depuis leur naissance. Il se rappelait les fiançailles qui en avaient été la suite. Il se rappelait qu'Athos était venu lui demander la main de la Vallière pour Raoul. Il se figura qu'à son retour à Paris, la Vallière avait trouvé certaines nouvelles de Londres et que ces nouvelles avaient contrebalancé l'influence que, lui, avait pu prendre sur elle. Presque aussitôt, il se sentit piqué aux tempes par le temps farouche qu'on appelle la jalousie. Il interrogea de nouveau avec amertume. La Vallière ne pouvait répondre. Il lui fallait tout dire, il lui fallait accuser la reine, il lui fallait accuser madame. C'était une lutte ouverte à soutenir avec deux grandes et puissantes princesses. Il lui semblait d'abord que, ne faisant rien pour cacher ce qui se passait en elle au roi, le roi devait lire dans son cœur à travers son silence. Que, s'il l'aimait réellement, il devait tout comprendre, tout deviner. Qu'était-ce donc que la sympathie, sinon la flamme divine qui devait éclairer le cœur et dispenser les vrais amants de la parole ? Elle se tut donc, se contentant de soupirer, de pleurer, de cacher sa tête dans ses mains. Ces soupirs, ces pleurs, qui avaient d'abord attendri, puis effrayé Louis XIV, l'irritaient maintenant. Il ne pouvait supporter l'opposition, pas plus l'opposition des soupirs et des larmes que toute autre opposition. Toutes ces paroles devinrent aigres, pressantes, agressives. C'était une nouvelle douleur jointe aux douleurs de la jeune fille. Elle puisa, dans ce qu'elle regardait comme une injustice de la part de son amant, la force de résister non seulement aux autres, mais encore à celle-là. Le roi commença à accuser directement. La Vallière ne tenta même pas de se défendre. Elle supporta toutes ces accusations sans répondre autrement qu'en secouant la tête, sans prononcer d'autres paroles
que ces deux mots qui s'échappent des cœurs profondément affligés. « Mon Dieu, mon Dieu !» Mais, au lieu de calmer l'irritation du roi, ce cri de douleur l'augmentait. C'était un appel à une puissance supérieure à la sienne, à un être qui pouvait défendre la Vallière contre lui. D'ailleurs, il se voyait secondé par de Saint-Aignan. De Saint-Aignan, comme nous l'avons dit, voyait l'orage grossir. Il ne connaissait pas le degré d'amour que Louis XIV pouvait éprouver. Il sentait venir tous les coups des trois princesses, la ruine de la pauvre la Vallière, et il n'était pas assez chevalier pour ne pas craindre d'être entraîné dans cette ruine. De Saint-Aignan ne répondait donc aux interpellations du roi que par des mots prononcés à demi-voix ou par des gestes saccadés qui avaient pour but d'envenimer les choses et d'amener une brouille dont le résultat devait le délivrer du souci de traverser les cours en plein jour pour suivre son illustre compagnon chez la Vallière. Pendant ce temps, le roi s'exaltait de plus en plus. Il fit 3 pas pour sortir et revint. La jeune fille n'avait pas levé la tête, quoique le bruit des pas eût dû l'avertir que son amant s'éloignait. Il s'arrêta un instant devant elle, les bras croisés. « Une dernière fois, mademoiselle, dit-il, voulez-vous parler ? Voulez-vous donner une cause à ce changement, à cette versatilité, à ce caprice ?»« Que voulez-vous que je vous dise, mon Dieu ?» murmura la Vallière. « Vous voyez bien, sire, que je suis écrasée en ce moment. Vous voyez bien que je n'ai ni la volonté, ni la pensée, ni la parole. Est-ce donc si difficile de dire la vérité ? En moins de mots que vous ne venez d'en proférer, vous l'eussiez dite. Mais la vérité, sur quoi ? Sur tout. » La vérité monta, en effet, du cœur aux lèvres de la Vallière. Ses bras firent un mouvement pour s'ouvrir, mais sa bouche resta muette, ses bras retombèrent. La pauvre enfant n'avait pas encore été assez malheureuse pour risquer une pareille révélation. « Je ne sais rien, » balbutia-t-elle. « Oh, c'est plus que de la coquetterie, » s'écria le roi. « C'est plus que du caprice, c'est de la trahison. » Et, cette fois, sans que rien l'arrêtât, sans que les tiraillements de son cœur pussent le faire retourner en arrière, il s'élança hors de la chambre avec un geste désespéré. De Saint-Aignan le suivit, ne demandant pas mieux que de partir. Louis XIV ne s'arrêta que dans l'escalier et, se cramponnant à la rampe, « Vois-tu, dit-il, j'ai été indignement dupé. »« Comment cela, sire ?» demanda le favori. « De Guiche s'est battu pour le vicomte de Bragelonne, et ce Bragelonne, eh bien, elle l'aime toujours. Et, en vérité, de Saint-Aignan, je mourrais de honte si, dans 3 jours, il me restait encore un atome de cet amour dans le cœur. » Et Louis XIV reprit sa course vers son appartement à lui. « Ah, je l'avais bien dit à votre majesté, » murmura de Saint-Aignan en continuant de suivre le roi et en guettant timidement à toutes les fenêtres. Malheureusement, il n'en fut pas à la sortie comme il en avait été à l'arrivée. Un rideau se souleva, derrière était madame. Madame avait vu le roi sortir de l'appartement des filles d'honneur. Elle se leva lorsque le roi fut passé et sortit précipitamment de chez elle. Elle monta, 2 par 2, les marches de l'escalier qui conduisait à cette chambre d'où venait de sortir le roi. Chapitre 164. Désespoir. Après le départ du roi, la Vallière s'était soulevée, les bras étendus, comme pour le suivre, comme pour l'arrêter. Puis, lorsque, les portes refermées par lui, le bruit de ses pas s'était perdu dans l'éloignement, elle n'avait plus eu que tout juste assez de force pour aller tomber aux pieds de son crucifix. Elle demeura là, brisée, écrasée, engloutie dans sa douleur, sans se rendre compte d'autre chose que de sa douleur même, douleur qu'elle ne comprenait, d'ailleurs, que par l'instinct et la sensation. Au milieu de ce tumulte de ses pensées, la Vallière entendit rouvrir sa porte. Elle tressaillit. Elle se retourna, croyant que c'était le roi qui revenait. Elle se trompait, c'était madame. Que lui importait, madame ? Elle retomba, la tête sur son prie-dieu. C'était madame, émue, irritée,
menaçante. Mais qu'était-ce que cela ? Mademoiselle, dit la princesse s'arrêtant devant la Vallière, c'est fort beau, j'en conviens, de s'agenouiller, de prier, de jouer la religion. Mais si soumise que vous soyez au roi du ciel, il convient que vous fassiez un peu la volonté des princes de la terre. La Vallière souleva péniblement sa tête en signe de respect. Tout à l'heure, continua madame, il vous a été fait une recommandation, ce me semble. L'œil à la fois fixe et égaré de la Vallière montra son ignorance et son oubli. La reine vous a recommandé, continua madame, de vous ménager assez pour que nul ne pût répandre de bruit sur votre compte. Le regard de la Vallière devint interrogateur. Eh bien, continua madame, il sort de chez vous quelqu'un dont la présence est une accusation. La Vallière resta muette. Il ne faut pas, continua madame, que ma maison, qui est celle de la première princesse du sang, donne un mauvais exemple à la cour. Vous seriez la cause de ce mauvais exemple. Je vous déclare donc, mademoiselle, hors de la présence de tout témoin, car je ne veux pas vous humilier, je vous déclare donc que vous êtes libre de partir de ce moment, et que vous pouvez retourner chez madame votre mère, à Blois. La Vallière ne pouvait tomber plus bas. La Vallière ne pouvait souffrir plus qu'elle n'avait souffert. Sa contenance ne changea point, ses mains demeurèrent jointes sur ses genoux comme celles de la divine Madeleine. « Vous m'avez entendu, dit madame. » Un simple frissonnement qui parcourut tout le corps de la Vallière répondit pour elle. Et, comme la victime ne donnait pas d'autre signe d'existence, madame sortit. Alors, à son cœur suspendu, à son sang figé en quelque sorte dans ses veines, la Vallière sentit peu à peu se succéder des pulsations plus rapides au poignet, au cou et aux tempes. Ces pulsations, en s'augmentant progressivement, se changèrent bientôt en une fièvre vertigineuse, dans le délire de laquelle elle vit tourbillonner toutes les figures de ses amis luttant contre ses ennemis. Elle entendait s'entrechoquer à la fois dans ses oreilles assourdies des mots menaçants et des mots d'amour. Elle ne se souvenait plus d'être elle-même. Elle était soulevée hors de sa première existence comme par les ailes d'une puissante tempête, et, à l'horizon du chemin dans lequel le vertige la poussait, elle voyait la pierre du tombeau se soulevant et lui montrant l'intérieur formidable et sombre de l'éternelle nuit. Mais cette douloureuse obsession de rêve finit par se calmer, pour faire place à la résignation habituelle de son caractère. Un rayon d'espoir se glissa dans son cœur, comme un rayon de jour dans le cachot d'un pauvre prisonnier. Elle se reporta sur la route de Fontainebleau. Elle vit le roi à cheval à la portière de son carrosse, lui disant qu'il l'aimait, lui demandant son amour, lui faisant jurer et jurant que jamais une soirée ne passerait sur une brouille sans qu'une visite, une lettre, un signe vint substituer le repos de la nuit au trouble du soir. C'était le roi qui avait trouvé cela, qui avait fait jurer cela, qui lui-même avait juré cela. Il était donc impossible que le roi manquât à la promesse qu'il avait lui-même exigée, à moins que le roi ne fût un despote qui commandât l'amour comme il commandait l'obéissance, à moins que le roi ne fût un indifférent que le premier obstacle suffit pour arrêter en chemin. Le roi, ce doux protecteur qui, d'un seul mot, pouvait faire cesser toutes ses peines, le roi se joignait donc à ses persécuteurs. Oh, sa colère ne pouvait durer. Maintenant qu'il était seul, il devait souffrir tout ce qu'elle souffrait elle-même. Mais lui n'était pas enchaîné comme elle. Lui pouvait agir, se mouvoir, venir. Elle ne pouvait rien qu'attendre. Et elle attendait de toute son âme, la pauvre enfant, car il était impossible que le roi ne vînt pas. Il était 10h30 à peine. Il allait ou venir, ou lui écrire, ou lui faire dire une bonne parole par M. de Saint-Aignan. S'il venait, oh, comme elle allait s'élancer au-devant de lui, comme elle allait repousser cette délicatesse qu'elle trouvait maintenant mal entendue. Comme elle allait lui dire « Ce n'est pas moi qui ne vous aime pas, ce sont elles qui ne veulent pas que je vous aime. » Et alors,
Il faut le dire, en y réfléchissant, et au fur et à mesure qu'elle y réfléchissait, elle trouvait Louis moins coupable. En effet, il ignorait tout. Qu'avait-il dû penser de son obstination à garder le silence ? Impatient, irritable, comme on connaissait le roi, il était extraordinaire qu'il eût même conservé si longtemps son sang-froid. Oh, sans doute, elle n'eût pas agi ainsi, elle. Elle eût tout compris, tout deviné. Mais elle était une pauvre fille, et non pas un grand roi. Oh, s'il venait, comme elle lui pardonnerait tout ce qu'il venait de lui faire souffrir, comme elle l'aimerait davantage pour avoir souffert. Et sa tête tendue vers la porte, ses lèvres entr'ouvertes, attendait. Dieu lui pardonne cette idée profane. Le baiser que les lèvres du roi distillaient si suavement le matin quand il prononçait le mot amour. Si le roi ne venait pas, au moins écrirait-il. C'était la seconde chance, chance moins douce, moins heureuse que l'autre, mais qui prouverait tout autant d'amour et seulement un amour plus craintif. Oh, comme elle dévorerait cette lettre, comme elle se hâterait d'y répondre, comme, une fois le messager parti, elle baiserait, relirait, presserait sur son cœur le bienheureux papier qui devait lui apporter le repos, la tranquillité, le bonheur. Enfin, le roi ne venait pas. Si le roi n'écrivait pas, il était au moins impossible qu'il n'envoyât pas de Saint-Aignan ou que de Saint-Aignan ne vînt pas de lui-même. À un tiers, comme elle dirait tout, la majesté royale ne serait plus là pour glacer ses paroles sur ses lèvres, et alors aucun doute ne pourrait demeurer dans le cœur du roi. Tout, chez la Vallière, cœur et regard, matière et esprit, se tourna donc vers l'attente. Elle se dit qu'elle avait encore une heure d'espoir, que, jusqu'à minuit, le roi pouvait venir, écrire ou envoyer, qu'à minuit seulement, toute attente serait inutile, tout espoir serait perdu. Tant qu'il y eut quelque bruit dans le palais, la pauvre enfant crut être la cause de ce bruit. Tant qu'il passa des gens dans la cour, elle crut que ces gens étaient des messagers du roi venant chez elle. 11 heures sonnèrent, puis 11h15, puis 11h30. Les minutes coulaient lentement dans cette anxiété, et pourtant elle fuyait encore trop vite. Les 3/4 sonnèrent. Minuit, minuit. La dernière, la suprême espérance vint à son tour. Avec le dernier tintement de l'horloge, la dernière lumière s'éteignit. Avec la dernière lumière, le dernier espoir. Ainsi, le roi lui-même l'avait trompé. Le premier, il mentait au serment qu'il avait fait le jour même. 12 heures entre le serment et le parjure, ce n'était pas avoir gardé longtemps l'illusion. Donc, non seulement le roi n'aimait pas, mais encore il méprisait celle que tout le monde accablait. Il la méprisait au point de l'abandonner à la honte d'une expulsion qui équivalait à une sentence ignominieuse. Et cependant, c'était lui, le roi, qui était la cause première de cette ignominie. Un sourire amer, le seul symptôme de colère qui, pendant cette longue lutte, eût passé sur la figure angélique de la victime, un sourire amer apparut sur ses lèvres. En effet, pour elle, que restait-il sur la terre après le roi ? Rien. Seulement, Dieu restait au ciel. Elle pensa à Dieu. « Mon Dieu, dit-elle, vous me dicterez vous-même ce que j'ai à faire. C'est de vous que j'attends tout, de vous que je dois tout attendre. » Et elle regarda son crucifix, dont elle baisa les pieds avec amour. « Voilà, dit-elle, un maître qui n'oublie et n'abandonne jamais ceux qui ne l'abandonnent et qui ne l'oublient pas. C'est à celui-là seul qu'il faut se sacrifier. » Alors, il eût été visible, si quelqu'un eût pu plonger son regard dans cette chambre, il eût été visible, disons-nous, que la pauvre désespérée prenait une résolution dernière, arrêtait un plan suprême dans son esprit, montait enfin cette grande échelle de Jacob qui conduit les âmes de la terre au ciel. Alors,
et comme ses genoux n'avaient plus la force de la soutenir, elle se laissa peu à peu aller sur les marches du prie-Dieu, la tête adossée au bois de la croix, et, l'œil fixe, la respiration haletante, elle guetta sur les vitres les premières heures du jour. 2 heures du matin la trouvèrent dans cet égarement, ou plutôt dans cette extase. Elle ne s'appartenait déjà plus. Aussi, lorsqu'elle vit la teinte violette du matin descendre sur les toits du palais et dessiner vaguement les contours du Christ d'ivoire qu'elle tenait embrassé, elle se leva avec une certaine force, baisa les pieds du divin martyr, descendit l'escalier de sa chambre et s'enveloppa la tête d'une mante tout en descendant. Elle arriva au guichet juste au moment où la ronde de mousquetaires en ouvrait la porte pour admettre le premier poste des Suisses. Alors, se glissant derrière les hommes de garde, elle gagna la rue avant que le chef de la patrouille eût même songé à se demander quelle était cette jeune femme qui s'échappait si matin du palais. Chapitre 165. La fuite. Lavallière sortit derrière la patrouille. La patrouille se dirigea à droite par la rue Saint-Honoré. Machinalement, Lavallière tourna à gauche. Sa résolution était prise, son dessein arrêté. Elle voulait se rendre aux Carmélites de Chaillot, dont la supérieure avait une réputation de sévérité qui faisait frémir les mondaines de la cour. Lavallière n'avait jamais vu Paris, elle n'était jamais sortie à pied, elle n'eût pas trouvé son chemin, même dans une disposition d'esprit plus calme. Cela explique comment elle remontait la rue Saint-Honoré au lieu de la descendre. Elle avait hâte de s'éloigner du palais royal, et elle s'en éloignait. Elle avait ouï dire seulement que Chaillot regardait la Seine. Elle se dirigeait donc vers la Seine. Elle prit la rue du Coq, et ne pouvant traverser le Louvre, appuya vers l'église Saint-Germain-l'Auxerrois, longeant l'emplacement où Perrault bâtit depuis sa colonnade. Bientôt elle atteignit les quais. Sa marche était rapide et agitée. À peine sentait-elle cette faiblesse qui, de temps en temps, lui rappelait, en la forçant de boiter légèrement, cette entorse qu'elle s'était donnée dans sa jeunesse. À une autre heure de la journée, sa contenance eût appelé les soupçons des gens les moins clairvoyants, attiré les regards des passants les moins curieux. Mais, à 2h30 du matin, les rues de Paris sont désertes, ou à peu près, et il ne s'y trouve guère que les artisans laborieux qui vont gagner le pain du jour, ou bien les oisifs dangereux qui regagnent leur domicile après une nuit d'agitation et de débauche. Pour les premiers, le jour commence, pour les autres, le jour finit. Lavallière eut peur de tous ces visages sur lesquels son ignorance des types parisiens ne lui permettait pas de distinguer le type de la probité de celui du cynisme. Pour elle, la misère était un épouvantail, et tous ces gens qu'elle rencontrait semblaient être des misérables. Sa toilette, qui était celle de la veille, était recherchée, même dans sa négligence, car c'était la même avec laquelle elle s'était rendue chez la reine-mère. En outre, sous sa mante relevée pour qu'elle pût voir à se conduire, sa pâleur et ses beaux yeux parlaient un langage inconnu à ces hommes du peuple, et, sans le savoir, la pauvre fugitive sollicitait la brutalité des uns, la pitié des autres. Lavallière marcha ainsi d'une seule course, haletante, précipitée, jusqu'à la hauteur de la place de Grève. De temps en temps, elle s'arrêtait, appuyait sa main sur son cœur, s'adossait à une maison, reprenait haleine et continuait sa course plus rapidement qu'auparavant. Arrivée à la place de Grève, Lavallière se trouva en face d'un groupe de 3 hommes débraillés, chancelants, avinés, qui sortaient d'un bateau amarré sur le port. Ce bateau était chargé de vin, et l'on voyait qu'ils avaient fait honneur à la marchandise. Ils chantaient leurs exploits bachiques sur 3 tons différents, quand, en arrivant à l'extrémité de la rampe donnant sur le quai, ils se trouvèrent faire tout à coup obstacle à la marche de la jeune fille. Lavallière s'arrêta. Eux, de leur côté, à l'aspect de cette femme aux vêtements de cour, firent une halte et, d'un commun accord, se prirent par les mains et entourèrent Lavallière en lui chantant « Vous qui vous ennuyez, Solette, venez, venez rire avec nous !» Lavallière comprit alors que ces hommes s'adressaient à elle et voulaient l'empêcher de passer. Elle tenta plusieurs efforts pour fuir,
mais ils furent inutiles. Ses jambes faillirent, elle comprit qu'elle allait tomber et poussa un cri de terreur. Mais, au même instant, le cercle qui l'entourait s'ouvrit sous l'effort d'une puissante pression. L'un des insulteurs fut culbuté à gauche, l'autre alla rouler à droite jusqu'au bord de l'eau, le troisième vacilla sur ses jambes. Un officier de mousquetaires se trouva en face de la jeune fille, le sourcil froncé, la menace à la bouche, la main levée pour continuer la menace. Les ivrognes s'esquivèrent à la vue de l'uniforme, et surtout devant la preuve de force que venait de donner celui qui le portait. « Mordiou !» s'écria l'officier. « Mais c'est mademoiselle de la Vallière !» La Vallière, étourdie de ce qui venait de se passer, stupéfaite d'entendre prononcer son nom, la Vallière leva les yeux et reconnut d'Artagnan. « Oui, monsieur, dit-elle, c'est moi, c'est bien moi. » Et, en même temps, elle se soutenait à son bras. « Vous me protégerez, n'est-ce pas, monsieur d'Artagnan ?» ajouta-t-elle d'une voix suppliante. « Certainement que je vous protégerai. Mais où allez-vous, mon Dieu, à cette heure ?»« Je vais à Chaillot. »« Vous allez à Chaillot par la râpée ? Mais, en vérité, mademoiselle, vous lui tournez le dos. »« Alors, monsieur, soyez assez bon pour me remettre dans mon chemin et pour me conduire pendant quelques pas. »« Oh, volontiers. » « Mais comment se fait-il donc que je vous trouve là ? Par quelle faveur du ciel étiez-vous à portée de venir à mon secours ? Il me semble, en vérité, que je rêve. Il me semble que je deviens folle. »« Je me trouvais là, mademoiselle, parce que j'ai une maison place de Grève, à l'image de Notre-Dame, que j'ai été toucher les loyers hier et que j'y ai passé la nuit. Aussi désirais-je être de bonne heure au palais pour y inspecter mes postes. »« Merci, dit la Vallière. »« Voilà ce que je faisais, oui, se dit d'Artagnan. Mais elle, que faisait-elle et pourquoi va-t-elle à Chaillot à une pareille heure ?» Et il lui offrit son bras. La Vallière le prit et se mit à marcher avec précipitation. Cependant, cette précipitation cachait une grande faiblesse. D'Artagnan le sentit. Il proposa à la Vallière de se reposer. Elle refusa. « C'est que vous ignorez sans doute où est Chaillot ?» demanda d'Artagnan. « Oui, je l'ignore. »« C'est très loin. »« Peu importe. »« Il y a une lieue au moins. »« Je ferai cette lieue. » D'Artagnan ne répliqua point. Il connaissait, au simple accent, les résolutions réelles. Il porta plutôt qu'il n'accompagna la Vallière. Enfin, ils aperçurent les hauteurs. « Dans quelle maison vous rendez-vous, mademoiselle ?» demanda d'Artagnan. « Aux Carmélites, monsieur. »« Aux Carmélites ?» répéta d'Artagnan étonné. « Oui, et puisque Dieu vous a envoyé vers moi pour me soutenir dans ma route, recevez et mes remerciements et mes adieux. »« Aux Carmélites ? Vos adieux ? Mais vous entrez donc en religion ?» s'écria d'Artagnan. « Oui, monsieur. »« Vous ?» Il y avait dans ce « vous » que nous avons accompagné de 3 points d'exclamation pour le rendre aussi expressif que possible, il y avait dans ce « vous » tout un poème. Il rappelait à la Vallière et ses souvenirs anciens de Blois et ses nouveaux souvenirs de Fontainebleau. Il lui disait « Vous qui pourriez être heureuse avec Raoul, vous qui pourriez être puissante avec Louis, vous allez entrer en religion, vous ?»« Oui, monsieur, dit-elle, moi. Je me rends la servante du Seigneur. Je renonce à tout ce monde. » « Mais ne vous trompez-vous pas à votre vocation ? Ne vous trompez-vous pas à la volonté de Dieu ? Non, puisque c'est Dieu qui a permis que je vous rencontrasse. Sans vous, je succombais certainement à la fatigue, et puisque Dieu vous envoyait sur ma route, c'est qu'il voulait que je puisse en atteindre le but. »« Oh, fit d'Artagnan avec doute, cela me semble un peu bien subtil. » « Quoi qu'il en soit, reprit la jeune fille, vous voilà instruit de ma démarche et de ma résolution. Maintenant, j'ai une dernière grâce à vous demander, tout en vous adressant les remerciements. »« Dites, mademoiselle. » »« Le roi ignore ma fuite du palais royal. » D'Artagnan fit un mouvement. « Le roi, continua la Vallière, ignore ce que je vais faire. »« Le roi ignore ?» s'écria d'Artagnan. « Mais, mademoiselle, prenez garde.
Vous ne calculez pas la portée de votre action. Nul ne doit rien faire que le roi ignore, surtout les personnes de la cour. »« Je ne suis plus de la cour, monsieur. » D'Artagnan regarda la jeune fille avec un étonnement croissant. « Oh, ne vous inquiétez pas, monsieur, continua-t-elle, tout est calculé, et tout ne le fût-il pas, il serait trop tard maintenant pour revenir sur ma résolution. L'action est accomplie. »« Eh bien, voyons, mademoiselle, que désirez-vous ?»« Monsieur, par la pitié que l'on doit au malheur, par la générosité de votre âme, par votre foi de gentilhomme, je vous adjure de me faire un serment. »« Un serment ? » ?»« Oui. »« Lequel ? » ?»« Jurez-moi, monsieur d'Artagnan, que vous ne direz pas au roi que vous m'avez vu et que je suis aux Carmélites. » D'Artagnan secoua la tête. « Je ne jurerai point cela, dit-il. »« Et pourquoi ? » ?»« Parce que je connais le roi, parce que je vous connais, parce que je me connais moi-même, parce que je connais tout le genre humain. Non, je ne jurerai point cela. »« Alors, s'écria la Vallière avec une énergie dont on l'eût cru incapable, au lieu des bénédictions dont je vous eusse comblé jusqu'à la fin de mes jours, soyez maudits, car vous me rendez la plus misérable de toutes les créatures. » Nous avons dit que d'Artagnan connaissait tous les accents qui venaient du cœur. Il ne put résister à celui-là. Il vit la dégradation de ses traits, il vit le tremblement de ses membres, il vit chanceler tout ce corps frêle et délicat ébranlé par secousses. Il comprit qu'une résistance la tuerait. « Qu'il soit donc fait comme vous le voulez, dit-il. Soyez tranquille, mademoiselle, je ne dirai rien au roi. »« Oh, merci, merci, s'écria la Vallière. Vous êtes le plus généreux des hommes. » Et, dans le transport de sa joie, elle saisit les mains de d'Artagnan et les serra entre les siennes. Celui-ci se sentait attendri. « Mordiou, dit-il, en voilà une qui commence par où les autres finissent. C'est touchant. » Alors la Vallière, qui, au moment du paroxysme de sa douleur, était tombée assise sur une pierre, se leva et marcha vers le couvent des Carmélites, que l'on voyait se dresser dans la lumière naissante. D'Artagnan la suivait de loin. La porte du parloir était entr'ouverte. Elle s'y glissa comme une ombre pâle et, remerciant d'Artagnan d'un seul signe de la main, elle disparut à ses yeux. Quand d'Artagnan se trouva tout à fait seul, il réfléchit profondément à ce qui venait de se passer. « Voilà, par ma foi, dit-il, ce qu'on appelle une fausse position. Conserver un secret pareil, c'est garder dans sa poche un charbon ardent et espérer qu'il ne brûlera pas l'étoffe. Ne pas garder le secret, quand on a juré qu'on le garderait, c'est d'un homme sans honneur. Ordinairement, les bonnes idées me viennent en courant, mais cette fois, ou je me trompe fort, ou il faut que je cours beaucoup pour trouver la solution de cette affaire. Où courir ? Ma foi, au bout du compte, du côté de Paris. C'est le bon côté. Seulement, courons vite. Mais pour courir vite, mieux valent 4 jambes que 2. Malheureusement, pour le moment, je n'ai que mes 2 jambes. Un cheval, comme j'ai entendu dire au théâtre de Londres. Ma couronne pour un cheval. J'y songe, cela ne me coûtera point aussi cher que cela. Il y a un poste de mousquetaire à la barrière de la Conférence, et pour un cheval qu'il me faut, j'en trouverai 10. En vertu de cette résolution, prise avec sa rapidité habituelle, d'Artagnan descendit soudain les hauteurs, gagna le poste, y prit le meilleur coursier qu'il y put trouver, et fut rendu au palais en 10 minutes. 5 heures sonnaient à l'horloge du palais royal. D'Artagnan s'informa du roi. Le roi s'était couché à son heure ordinaire, après avoir travaillé avec M. Colbert, et dormait encore, selon toute probabilité. « Allons, dit-il, elle m'avait dit vrai. Le roi ignore tout. S'il savait seulement la moitié de ce qui s'est passé, le palais royal serait, à cette heure, sans dessus-dessous. » Encore ému de la querelle qu'il venait d'avoir avec la Vallière, il errait dans son cabinet, fort désireux de trouver une occasion de faire un éclat après s'être retenu si longtemps. Colbert, en voyant le roi, jugea d'un coup d'œil la situation et comprit les intentions du monarque. Il louvoya. «
Quand le maître demanda compte de ce qu'il fallait dire le lendemain, le sous-intendant commença par trouver étrange que Sa Majesté n'eût pas été mise au courant par M. Fouquet. « Monsieur Fouquet, dit-il, c'est toute cette affaire de la Hollande, il reçoit directement toutes les correspondances. » Le roi, accoutumé à entendre M. Colbert piller M. Fouquet, laissa passer cette boutade sans répliquer. Seulement, il écouta. Colbert vit l'effet produit et se hâta de revenir sur ses pas en disant que M. Fouquet n'était pas toutefois aussi coupable qu'il paraissait l'être au premier abord, attendu qu'il avait dans ce moment de grandes préoccupations. Le roi leva la tête. « Quelle préoccupation ?» dit-il. « Sire, les hommes ne sont que des hommes, et M. Fouquet a ses défauts avec ses grandes qualités. »« Ah, des défauts ? Qui n'en a pas, M. Colbert ?»« Votre Majesté en a bien, » dit hardiment Colbert, qui savait lancer une sourde flatterie dans un léger blâme. Comme la flèche qui fend l'air malgré son poids, grâce à de faibles plumes qui la soutiennent. Le roi sourit. « Quel défaut a donc M. Fouquet ?» dit-il. « Toujours le même, sire. On le dit amoureux. »« Amoureux ? De qui ?